Un ETF qui gère tout pour toi, qui change ta stratégie au fur et à mesure que tu approches de la retraite et qui te permet d'investir sans réfléchir. Est-ce possible? C'est la promesse des nouveaux ETF Life Cycle lancés en 2025. Mais est-ce vraiment révolutionnaire ou juste une solution trop belle pour être vraie? Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un ETF Life Cycle, ses avantages et ses limites. On verra également ensemble une étude de cas concrète avec Amundi et surtout, faut-il intégrer ce type d'ETF dans ta stratégie d'investissement en bourse et y investir dessus? C'est ce que l'on verra aujourd'hui et à la fin, tu auras une bien meilleure compréhension de ce qu'est ce concept d'ETF et tu pourras prendre tes propres décisions, c'est toujours l'objectif, pour oui ou non investir dessus. Mais alors, concrètement, c'est quoi un ETF Life Cycle? L'ETF Life Cycle, c'est un placement innovant qui évolue automatiquement au fil du temps. Pour t'expliquer plus simplement, plus tu te rapproches de ton objectif d'investissement final, plus le portefeuille devient prudent. Aujourd'hui, si tu es dans une optique d'investissement long terme, tu peux te permettre de prendre plus de risques. C'est pourquoi au départ, avec un ETF Life Cycle, tu es très exposé aux actions. Parce que historiquement, c'est ce qui est plus rentable, mais aussi c'est ce qui t'apporte plus de volatilité et donc potentiellement plus de risques. Mais au fil du temps, cet ETF, c'est d'ailleurs son objectif, il ajuste automatiquement son allocation, c'est-à-dire qu'il passe d'un portefeuille diversifié avec plus d'actions et moins d'obligations à une composition beaucoup plus sécurisée, majoritairement en obligations à l'approche de la date cible de la fin de ton investissement. Voici comment ça fonctionne concrètement. Déjà, tu as un démarrage dynamique, c'est-à-dire qu'au début, ton argent est investi majoritairement, comme je te l'ai dit, dans les actions. Ça va dépendre de types d'ETF, mais ça va être souvent entre 75 et 90% pour maximiser la croissance. Ensuite, tu as une transition progressive. Donc, plus tu te rapproches de la date d'échéance, plus l'ETF va remplacer les actions par les obligations ou du monétaire pour réduire cette fameuse volatilité. Et pour terminer, tu as la partie sécurité finale où là, une fois que tu approches très fortement de ta date limite, en fait, le portefeuille, il devient ultra prudent. Et par exemple, chez Amundi, on va jusqu'à 0% d'actions dans le portefeuille. Chez BlackRock, on tourne jusqu'à environ 40% pour te protéger potentiellement d'un éventuel krach boursier et donc davantage sécurisé avec les obligations. Si tu es sur YouTube, ce graphique l'illustre très bien. C'est un graphique qui vient de Amundi ETF et il nous montre l'évolution de l'ETF Life Cycle. Au plus le temps il avance, au plus l'allocation de l'ETF est orientée vers les obligations afin de limiter le risque. Alors si toi tu es en quête de performance, celle-ci va vraiment dépendre de ton horizon de placement. Parce que si tu as un horizon de placement court terme avec les ETF Life Cycle, genre 5-10 ans, ici ces ETF vont vraiment privilégier la stabilité. Alors que si tu as un horizon de placement de temps beaucoup plus long terme, 15 ans et plus, l'objectif, ça va être de capter quand même de la croissance via les actions, comme l'ETF Amundi 2039, donc c'est sa date d'échéance, ou même des fonds BlackRock qui vont jusqu'en 2070. Bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que souvent, un ETF Life Cycle réduit son exposition aux actions d'environ 5 à 10% par an dans les 15 dernières années. C'est une stratégie dite pilote automatique pour les investisseurs qui sont pressés, qui n'ont pas forcément envie de prendre du temps pour investir. Maintenant que tu sais ce qu'est un ETF Life Cycle, la prochaine question c'est quels sont ses avantages et ses inconvénients de cette stratégie. Premièrement, analysons les avantages des ETF Life Cycle. J'en ai relevé 6. Premier avantage, c'est la gestion dite automatisée de l'allocation. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu vas investir. Et c'est l'ETF qui gère l'équilibre entre la part d'action et la part d'obligation, de manière seule. Évidemment, plus ton horizon est lointain, plus tu es exposé aux actions. Et au plus tu t'approches de ton objectif, au plus l'allocation sécurise de manière automatique vers les obligations. Donc ici, tu n'as plus besoin de rééquilibrer manuellement ton portefeuille, tout est fait pour toi de manière automatisée. Deuxième avantage, c'est la simplicité qui est extrême. Parce qu'ici, tu investis dans un seul ETF, enfin en tout cas un seul ETF peut suffire. Tu n'as pas besoin d'en combiner 5, 6 ou même 10 ETF pour une allocation équilibrée. Ici, c'est parfait si tu veux investir sans te prendre la tête ou même que tu débutes. En un seul clic, franchement, tu peux avoir une stratégie qui peut être complète entre actions, obligations. Maintenant, ça va dépendre également de la diversification, par exemple en actions, sur quelle zone géographique ou quel secteur d'activité il s'expose. Avantage numéro 3 qui est directement lié, c'est la discipline intégrée.
Parce qu'on le sait, l'un des plus grands problèmes en bourse des investisseurs, c'est nous-mêmes. On vend trop tôt, on achète trop tard, ou on n'équilibre tout simplement pas, alors qu'avec un ETF Life Cycle, tout est automatisé. Donc, tu évites les biais émotionnels les plus courants et donc des erreurs qui peuvent te coûter cher. Quatrième avantage, c'est les frais faibles. C'est comme un ETF classique, comme les autres ETF. Ici, les ETF Life Cycle ont généralement des frais compétitifs. Tu verras par la suite, mais chez Amundi, on a des ETF qui tournent autour de 0,18% de gestion annuelle, donc c'est très faible. Et tu n'as pas de frais de gestion active qui sont cachés comme on peut avoir dans certains fonds traditionnels. Même si, en réalité, tu verras, ça va faire partie d'un des inconvénients. Cinquième avantage, évidemment, c'est la diversification. Là, on l'a dit tout à l'heure avec la simplicité extrême, où tu es exposé à différents types et catégories d'actifs. Ça peut être intéressant et ça permet de diversifier ton portefeuille en un clic. Et dernier avantage, c'est idéal pour les objectifs qui sont précis. J'entends quoi par là? C'est-à-dire que retraite, études pour les enfants, achat d'un bien peut-être dans 20 ans pile. Ici, tu choisis une date cible parce qu'un ETF Life Cycle a une date cible. Et l'ETF, il va faire le job pour toi jusqu'à l'échéance. C'est une solution qui peut être alignée avec tes projets à long terme, mais c'est aussi un inconvénient. Et c'est la partie suivante, c'est que ici, j'ai relevé quand même 7 inconvénients. Et ça, c'est bien ce que tu dois comprendre avant d'investir sur ces ETF. Le premier inconvénient, c'est le glide path qui est identique à tous, à tout le monde, à tout investisseur. C'est-à-dire que tous les investisseurs suivent la même trajectoire d'allocation. Et peu importe ton âge, ta tolérance au risque ou ta situation financière, résultat, ça peut être pour toi peut-être trop prudent ou peut-être même trop risqué pour d'autres. Ça va dépendre de chaque aversion au risque. C'est important. Deuxième inconvénient, c'est une allocation qui est parfois sous-optimale parce que tu verras certains ETF qui deviennent trop conservateurs trop tôt. Par exemple, 60% d'obligations 10 ans avant la cible finale. Il y a très peu de performance du coup à aller chercher. Alors qu'à l'inverse, tu en as d'autres qui sont trop agressives trop longtemps. En fait, ça va dépendre de l'émetteur qui émet l'ETF et puis de sa stratégie. Il faut bien comparer ça en amont. Inconvénient numéro 3, c'est une stratégie qui est dite figée. Parce que si tu changes tes plans entre deux, si tu souhaites récupérer cet argent plus tard ou plus tôt, en fait, l'ETF, lui, il ne s'adapte pas. Il suit sa trajectoire, quoi qu'il arrive, donc tu es bloqué et ça peut poser problème. Quatrième point négatif, c'est que les obligations ne sont pas sans risque. Et oui, beaucoup pensent que obligation égale sécurité. Mais non, en cas de hausse des taux d'intérêt ou d'inflation, c'est ce qui s'est passé notamment depuis 2022, les obligations peuvent perdre de la valeur. Donc on a les taux qui ont augmenté, mais le prix des obligations, lui, a chuté de plus de 20% sur les obligations américaines, par exemple. Donc c'est un risque à ne surtout pas négliger. Les obligations peuvent évoluer dans le sens qu'on ne le souhaite pas. Cinquième risque, c'est la performance qui est dépendante du timing. Ça, c'est également important à prendre en compte. Par exemple, si un crack arrive 2, 3 ans avant l'échéance et donc la date cible, il reste encore une part non négligeable d'actions dans ton ETF, selon le type d'ETF Life Cycle. Et à l'inverse, si les marchés continuent de monter et que l'ETF ici est trop prudent, ça peut littéralement freiner ta performance. Donc là-dessus, on n'a pas forcément le levier, ce qui est dommage. Et tout à l'heure, je parlais des frais qui étaient avantageux, mais un point à prendre en compte, c'est qu'il y a une double couche potentielle de frais. Et ça, faut faire attention également. Parce que certains ETF Life Cycle vont investir dans d'autres ETF ou dans d'autres fonds. Résultat, tu as des frais du Life Cycle plus les frais des ETF sous-jacents. Donc l'ETF qui est inférieur. Ça, c'est vraiment à vérifier dans le DC, donc c'est le document clé de l'investisseur ou même sur le site de l'émetteur. Et septième inconvénient, on peut avoir un certain manque de transparence. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne sais pas toujours quelles actions ou quelles obligations sont détenues. Et au moment des rééquilibrages, en fait, tu as certaines informations également qui sont floues, peu ou pas détaillées. Donc toi, tu manques d'informations et de connaissances sur l'ETF sur lequel tu investis. Ça, faut faire attention. En même temps, c'est normal, c'est le début de ce type d'ETF. Maintenant, prenons le cas de l'ETF, des ETF Amundi notamment. Il y a 4 ETF qu'Amundi a mis en place sur le marché. On a Amundi Life Cycle 2030, on a 2033, 2036, 2039. Ça veut dire que ce sont les échéances de fin de l'ETF. Les frais pour ces 4 ETF sont vraiment compétitifs. Ils sont de 0,18% de frais à l'année, ce qui reste très faible.
Maintenant, au niveau de leur allocation, on le voit sur le tableau ci-dessous, si tu regardes sur YouTube, la pondération en actions et en obligations. Donc, on a un type d'action et on a quatre types d'obligations. On voit une diminution et un changement chaque année. En prenant donc le panier action-obligation 2030, en T6, dans un T5, donc en 2025, il y a seulement 22% d'actions et tout le reste, 78%, axé sur les obligations. Dis-toi que ça, c'est 5 ans avant la date d'échéance. Et à 2 ans avant la date d'échéance, on n'est plus qu'à 7% d'actions et littéralement 93% d'obligations. Donc là, on a quand même un profil, un ETF qui est très prudent. Si toi, tu es un investisseur qui est en quête de performance, clairement, ça va pas être fait pour toi. Si tu es un investisseur qui est très prudent ou qui craint un crack boursier, ça peut potentiellement être une possibilité d'investissement. Maintenant, on a également la version 2039 que je voulais voir avec toi. Ici, en 2025, donc c'est quand même 14 ans avant, on a environ, c'est ça, on a 55% d'actions et 45% d'obligations. Donc c'est quand même 14 ans avant. Et on a que un peu plus de 50% d'actions, ce qui est très faible pour une durée d'horizon de placement de quand même 15 ans sur du long terme. Je trouve ça assez dommage dans le sens où les actions, c'est ce qui permet, en tout cas sur les 20-30 dernières années, d'aller chercher de la performance, même si les performances passées ne préjugent pas les mêmes performances futures. Mais ça reste quand même une exposition qui est très faible quand même aux actions. Et par exemple, là, donc c'est 15 ans avant. Si on arrive 5 ans avant, on sera à 18% actions et le restant 82% aux obligations. Et ensuite, on a les deux autres versions 2033-2036 qui, elles, sont situées entre ces deux extrémités. On a côté BlackRock qui, lui, émet des fonds LifePath, c'est le nom de ces fonds Life Circle, qui ne sont pas éligibles en Europe, mais eux, ces fonds vont aller chercher plus de performance puisqu'ils sont beaucoup plus axés sur les actions et beaucoup moins sur les obligations. Maintenant, comme je l'ai dit, le problème, la problématique, c'est que ces ETF sont nouveaux. Ils sont de 2025. Et c'est ce qui pose problème parce que vu qu'ils sont nouveaux, en fait, ils ont un encours sous gestion qui est beaucoup trop faible. Si on regarde l'ETF qu'on a pris en premier exemple dans notre étude de cas de l'Amundi Life Circle 2030, on voit que la taille du fonds, c'est seulement 6 millions d'encours sous gestion d'euros. C'est tellement faible. Alors que d'après de nombreuses études, un ETF est potentiellement rentable autour de 100 millions d'encours sous gestion. Et moi, je privilégie même des ETF avec un minimum d'encours de 200 millions pour avoir une marge d'erreur, une marge de sécurité. Or, ici, on voit que ces ETF, ils ont seulement environ 6 millions d'encours sous gestion, ce qui est très faible et ça peut poser problème, ça pose des risques potentiellement de fermeture. Ce qui, derrière, va impacter potentiellement le capital que tu auras investi et peut-être une perte en capital. Je t'ai donc expliqué ce qu'était un ETF Life Circle, on a regardé ses avantages et ses inconvénients, on a fait une étude de cas. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est faut-il investir dessus? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir sur ce type d'ETF aujourd'hui? Honnêtement, je trouve que ce concept est très intéressant pour plusieurs raisons. Un, tu as une solution qui est clé en main et qui s'adapte automatiquement au profil et au fil du temps. Deux, tu réduis les décisions à prendre, donc pas de rééquilibrage, pas de panique en cas de volatilité, ce qui fait que tu réduis tes erreurs. Trois, c'est idéal si tu as un objectif qui est clair et défini dans le temps avec une date précise, retraite, études des enfants ou autre. Et quatre, ça peut être pertinent si tu veux profiter d'une diversification mondiale de différents types d'actifs avec très peu de frais. Donc, ça peut être une bonne solution et une bonne porte d'entrée à l'investissement long terme, surtout si tu veux bâtir ton patrimoine, clairement sans te prendre la tête. Mais maintenant, il y a toujours un mais, c'est qu'on est au tout début. Et pour moi, les ETF Life Circle sont trop récents, notamment en Europe, sortis en 2025 chez Amundi. Et donc, il y a encore trop peu de volume, trop peu de liquidité. C'est peu proposé chez les courtiers. Pour moi, tu as un manque de recul qui est conséquent et tu ne sais pas quelle sera la performance réelle dans le temps. Et également, on ne sait pas encore si ce modèle séduira les investisseurs européens ou s'il restera un simple test sur le marché. Et également, il y a tous les inconvénients qu'on avait vus précédemment. Moi, aujourd'hui, la recommandation que je peux te faire, donc c'est ma recommandation personnelle, c'est observe
analyse, mais ne te précipite surtout pas. Attends de voir comment les ETF Life Cycle évoluent et si le modèle se stabilise et se développe bien dans les 2, 3, voire même 5 prochaines années. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas un ETF sur lequel je dirais d'investir dessus. En tout cas, personnellement, moi, je n'investirai pas dessus tout de suite. Après, à suivre la progression de ce type d'ETF. Voilà pour ça. Écoute, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que déjà tu connaissais ce nouveau concept des ETF Lifecycle? Quel est ton point de vue? Partage-la en commentaire. Et si ce genre d'approche déjà t'intéresse, que ce soit les ETF Lifecycle ou d'autres stratégies d'investissement plus long terme, alors je t'invite à aller plus loin. Dans la description, tu trouveras une formation qui est gratuite pour t'aider à poser justement les bases solides de ton patrimoine en bourse. On y voit ensemble comment construire une vraie stratégie d'investissement qui est adaptée à ton profil, à tes objectifs et surtout qui tient la route dans le temps. C'est 100% gratuit et tu peux commencer dès maintenant. Et si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker, t'abonner et partager autour de toi, à mettre 5 étoiles sur le podcast. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de ton capital et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.